Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Résistance. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin, feu de la Saint-Jean, et nous allons enregistrer l'émission dans un magnifique château du Bas-Berry. Autour de la table, Paul Thor, comme d'habitude. Bonjour à tous. Rémi, militant parisien. Bonjour à tous. Et Thibaut de Chasset, directeur du Renouveau français. Bonjour à tous les auditeurs. À la technique, Goldo Faf et Julien Malat à l'animation. Alors messieurs, aujourd'hui nous avons un programme assez chargé. On va commencer par notre petite page politique avec, un retour pour faire un petit bilan sur les élections européennes qui se sont déroulées il y a quelques semaines. On a vu l'arrivée en tête du score, le Front National, qui a fait quand même 24%, enfin quasiment 25% des voix. Alors, quelle est votre analyse par rapport à ça aujourd'hui ? Si je puis me permettre de commencer sur le sujet, je pense que les bonnes nouvelles sont suffisamment rares dans notre époque pour les bouder. Il faut savoir parfois voir le bon côté des choses et on aurait tort de ne pas se réjouir de ce progrès électoral du Front National. Pas tant pour ce que le parti est vraiment aujourd'hui, mais pour ce qu'il représente dans l'esprit des électeurs français qui ont manifesté là quand même assez largement un rejet du système établi et notamment un rejet de l'Union européenne. Ceci dit, Paul. effectivement, il faut quand même modérer cet optimisme avec le fait que le score du Front National s'explique notamment par le simple fait que dans cette optique de dédiabolisation du Front National, Philippot et Marine Le Pen passent très 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 souvent à la télévision. Donc face à une gauche au pouvoir complètement décrédibilisée et même haïe par la population, face à un UMP qui éclate, et on le verra plus tard avec l'affaire Big Malion, c'est vrai que pour le citoyen français, il lui restait quoi ? Il lui reste le Front National avec cette omniprésence quand même dans les médias des leaders du Front National, et sinon l'abstention. Et d'ailleurs, on a vu une très forte abstention pour ces européennes. Oui, très forte abstention, mais il y aurait pu aussi y avoir le Front de gauche qui aurait pu progresser. Vous savez, on dit souvent, oui, alors quand la démocratie s'effondre, les extrêmes montent. Et donc, quand même, dans la tête des gens, c'est vrai que Marine Le Pen égale quand même plus ou moins nazi. Et l'autre extrême, le pendant, si je puis dire, c'est quand même le Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon qui n'a fait que 6,61% des voix. Parce que c'est que la gauche, dans son ensemble, est vraiment décrédibilisée. Ouais, Ça ne touche pas que le PS. Mélenchon, en tant qu'ancien sénateur PS, je ne suis pas sûr que son relookage front de gauche, visiblement, n'a pas marché. Oui. Et puis même l'extrême gauche radicale fait toujours des scores minables. Les trotskistes sont enterrés. Mais tu parlais de l'abstention, mais justement, je pense qu'on peut voir là aussi quelque chose de positif. Une abstention qui monte, c'est aussi un signe de rejet. Même s'il est plutôt passif, c'est un signe de rejet vis-à-vis de la classe politique et du système électoral. Mais c'est sûr qu'effectivement, c'est toujours, entre guillemets, un petit peu plaisant de voir que les gens aient voté national, même si voilà tout ce qu'on peut penser du Front National. Mais le seul petit bémol, moi je dirais, c'est que quand même c'est quand même très lié au fait que les leaders du Front National ont maintenant un très large accès dans les grands médias. C'est-à-dire que si dans un an, pour une raison ou une autre, les grands médias ferment la porte à Philippot et à Marine Le Pen, et qu'il y a de nouveau des élections, le Front National n'aura pas du tout ses scores. Ils vont retomber à 8-10%. Bon, c'est possible. Là, on est vraiment dans la spéculation. Un autre effet positif, même si on a une approche nuancée et mitigée de ce succès du Front National, un effet positif, c'est que le fait que ce parti arrive en première position, ça va contribuer à décomplexer beaucoup de gens, sachant que ce parti qui reste quand même assez relativement diabolisé, le fait qu'il arrive en première position, finalement, fait sauter une barrière psychologique dans une large partie de la population, et les gens auront moins honte aussi de dire qu'ils ont voté pour ce parti, et donc ça peut faire un effet d'entraînement. Voilà. Bon, alors, C'est ce qu'on s'était dit aussi lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour. Je me souviens très bien de ce discours qu'il y avait alors au Front National en disant c'est bien, ça va permettre de dédiaboliser, etc. Enfin, du moins de faire sauter quelques barrières psychologiques aux Français. Bon, finalement... Oui, parce que ça s'est terminé, comme on le sait, avec le deuxième tour, et puis il y a eu la quinzaine de la haine entre les deux, donc oui, il n'a pas vraiment contribué à dédiaboliser. Oui, il avait quand même passé le premier tour, c'était quand même un choc. Non, mais sauf que là, on reste vraiment sur une victoire pour l'instant. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que peut-être qu'on en parlera plus tard, je sais pas ce qui était prévu au programme, mais il faut aussi avoir en tête que
Est-ce qu'au prochain coup, le FN sera toujours le FN avec le même nom? Oui, alors on va effectivement, on va aborder un petit peu le sujet. Ouais. Et effectivement, avec la nouvelle affaire du four, de la fournée, pardon. Et voilà, est-ce que dans un an, le FN sera toujours le FN? Très bien, messieurs. Alors, toujours dans cette page politique, on va ouvrir un dossier consacré au Front National, parce qu'il y a 2 affaires aujourd'hui qui agitent un petit peu la sphère médiatique. La première, c'est cette affaire de l'eurodéputé FN Joël Bergeron, qui refuse de démissionner. Alors, si on revient un petit peu en arrière, Joël Bergeron, donc eurodéputé, également élu municipal lorientaise, Front National, avait déclaré qu'elle était pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Et forcément, ça a quand même fait grincer quelques dents au sein du Front National. On lui a demandé de démissionner de son mandat d'eurodéputé. Alors, si elle avait accepté dans un premier temps, finalement, elle vient de revenir sur sa décision, refuse de démissionner. Et la dernière nouvelle en date, c'est qu'a priori, elle va créer un groupe au Parlement européen avec Nigel Farage. Disons qu'elle va lui permettre de créer son groupe. Tout à fait, exactement. Alors, question, messieurs, est-ce que, ne serait-ce qu'il y ait la possibilité qu'une élue du Front déclare qu'elle est pour le droit de vote des étrangers aux élections municipales, est-ce que c'est pas quand même révélateur, même si elle a été sanctionnée après coup, je dirais, du changement de cap du FN? Parce que ça, il y a 10 ans, c'était impensable. C'était juste impensable d'entendre ce discours au sein des rangs du Front National. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr qu'il y a une évolution du Front National et une évolution de la société elle-même. Mais à mon avis, on peut aussi relier ce phénomène à la crise des cadres et à la crise du militantisme que connaît le Front National, comme la plupart des structures politiques d'ailleurs, grandes ou petites. Oui, parce qu'a priori, elle a été mise dessus pour la parité. Bon, il y a aussi la parité qui joue son rôle et qui pousse en effet des femmes qui autrement ne se seraient jamais retrouvées sur des listes et encore moins à des places importantes. Donc c'est un effet, un double effet, d'une part de la parité et du manque de cadres dont peut pâtir le Front National, mais comme beaucoup d'autres structures, et peut-être en Bretagne en particulier, qui n'a jamais été une terre très favorable, en tout cas jusqu'à présent. Moi, je vois plutôt, dans cette affaire, quelque chose d'assez symptomatique au Front Bleu Marine. Le Front Bleu Marine est un petit peu coincé. C'est-à-dire que pour présenter des candidats, Front National, il se retrouve quel va être un peu le pédigré des différents candidats. En fait, dans les candidats du Front National, ils ont des gens, des nationalistes qui ont une certaine formation politique, qui sont vraiment nationalistes, qui sont vraiment patriotes. Et à eux, Marine Le Pen demande vraiment de bien cacher toutes les dernières traces qu'il pourrait y avoir de leur militantisme passé, de leur engagement nationaliste. Et s'ils se font choper, la presse va dire « Ah, ce sont des vilains fachos, donc il faut les virer ». Et les autres candidats Front National, ce sont quoi? Ce sont des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont aucune formation politique. Donc en fait, et le Front National... Qui sont assez éloignés de la ligne, comme Collard. Voilà. On va voir Collard, c'est un cas très très particulier, parce que c'est un ami personnel, c'est autre chose. Mais le Front National est toujours coincé, parce que donc, s'il ne prend pas, entre guillemets, des anciens fachos sur sa ligne, ce qu'il prend pour pouvoir alimenter ses listes, ce sont des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont par définition aucune structure politique, et qui donc la porte est ouverte à tout. Ils vont forcément avoir plein de tocards, ils vont avoir plein de gens qui en fin de compte n'ont pas d'idées, ne sont pas structurés, ne savent pas où est-ce qu'ils vont, et en plus auront peur des médias pour un oui ou pour un non. Donc en fait, le cas de Joël Bergeron, il va se multiplier. Je veux dire qu'à toutes les élections maintenant, il y aura des histoires de candidats FN qui auront tatoué sur une épaule un truc Nasbrock. À toutes les élections, ça va arriver. Et il y aura, à toutes les élections, dans les élus, il va y avoir des gens venus de nulle part qu'on a mis là sur la liste qui n'ont rien à voir avec les idées du Front National. C'est mathématique. Ils sont coincés entre ces deux-là. Puisqu'en fin de compte, quelle est la place Marine Le Pen veut faire un parti patriote sans de vrais patriotes, parce que sinon c'est trop tricard par rapport au système. Donc ils sont piégés par rapport à ça. Aussi, on peut dire qu'il y a trop de place. C'est-à-dire qu'elle n'a pas assez de personnes à présenter, donc elle va chercher... Moi, je ne suis pas certain qu'il y ait trop de place, parce que quand même, entre guillemets, pour les européennes, où ils savaient qu'ils allaient cartonner, où ils savaient qu'ils allaient avoir un bon nombre de
de députés européens, vu ce que gagne un député européen, je peux te dire qu'à mon avis, il y avait des candidats. Il y avait des candidats, ça faut pas. Autant pour être conseiller municipal à Troufilly-les-Oies où t'as rien à gagner, là effectivement, tu peines à trouver un candidat. Mais pour aller te faire, je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros tous les mois à rien foutre, non, ça. On trouver demande du bien monde. des personnes de se mettre sur la liste et de démissionner ensuite. Oui, mais alors ça, ce sont des techniques du MPiste. Enfin, franchement, comment ils pouvaient croire une seule seconde que la bonne femme, une fois élue, allait filer son siège. Mais je veux dire, ils ont vu ça c'est hallucinant, leur naïveté. D'un côté, ce sont des cyniques politiquement, et d'un autre côté, ils sont d'une très grande naïveté par rapport à la nature humaine. Pensez que... D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez lu, donc là, moi, je n'ai pas mis mes fiches à jour, mais je crois qu'ils ont déjà aussi un autre cas. Il n'y a pas que cette Joëlle Bergeron. Il y a aussi une femme aussi, parce que pour cause de parité, sur la liste du centre, qui elle aussi, apparemment, on lui a demandé de démissionner, et puis la dame n'a pas voulu démissionner, donc elle aussi va se retrouver hors du groupe FN. Hein, voilà. Et par rapport à Joëlle Bergeron, par rapport au fait qu'elle a été choisie elle et pas une autre, c'est qu'apparemment, moi j'ai vu ça sur le journal de bord de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'apparemment son mari, qui est aujourd'hui décédé, était un vieux militant du FN depuis 40 ans, mais donc apparemment elle, la femme, ne devait pas être trop au courant des thèses du Front National, au moins pour le vote, pour le droit de vote des immigrés. Merci messieurs. Alors deuxième affaire Front National qui agite cette fois-ci bien un peu tout le monde et même le Front National en premier chef. Eh bien c'est cette querelle père-fille qui existe, qui continue actuellement par médias interposés. Suite à l'affaire de la Fournée, la Fournée c'est quoi? C'est Jean-Marie Le Pen dans son journal de bord, une sorte de petite émission télé diffusée sur le site du Front National, qui dit qu'il faudrait faire une fournée avec les gens comme Patrick Bruel. Alors bon, certes ça devait être un petit peu provoque, mais enfin quand on y réfléchit c'est pas non plus, c'est pas très grave. Je me souviens lors de la présidentielle, lors de la présidentielle, on avait fait tout un cas parce qu'il avait dit que je sais plus quelle structure était une usine à gaz. Enfin bon, bref, on cherche tout ce qu'on peut les médias cherchent tout ce qu'ils peuvent pour essayer de mettre un peu le bazar. Là, ça a fonctionné puisque Marine Le Pen a aussitôt fait retirer l'émission, le journal Le Bord du site du Front National. Et s'en sont suivis une volée de bois verte pour Marine et pour Philippot de la part de Jean-Marie Le Pen dans une lettre ouverte. Pas tellement pour Philippot qui est resté relativement neutre. Oui, mais attends, elle a fait pire que ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait que retirer la vidéo. Elle a condamné, elle a dit que c'était une faute politique. Oui, elle a dit que c'était une faute donc, politique. Donc c'est plus loin que de retirer la chose. Donc là vraiment, elle a attaqué son père en disant que c'était une faute politique. Et surtout, donc effectivement, Philippot, en fin politique, a su un peu rester un peu au-dessus de la mêlée, même si, effectivement, je ne pense pas qu'il approuve la sortie de Jean-Marie Le Pen. Non, en revanche, c'est Louis Alliot et Maître Connard qui se sont illustrés sur l'affaire. Et donc voilà, ce qui a vraiment créé... la dissension aussi au sein du Front National. Oui, puisque Jean-Marie Le Pen a répliqué ensuite que c'était Marine qui faisait une faute politique en se rangeant du côté des médias. Marine a déclaré ensuite qu'elle n'était pas Jean-Marie Le Pen, qu'il n'était que président d'honneur. Enfin bref, voilà, il y a aujourd'hui une querelle ouverte, je dirais un petit peu comme les clans Marine-Gollnisch à l'époque. Là aujourd'hui, il y a un clan père, un clan fille au sein du Front National. Il y a de l'eau dans le gaz, si on peut dire. Oui, si on veut. Alors, cette querelle finalement n'est-elle pas liée tout simplement, je dirais, à cette schizophrénie du parti entre, je dirais, la ligne, le canal historique Front National composé de nationalistes à l'époque quand même pur et dur, et puis cette nouvelle ligne Marine Le Pen qui n'est finalement ni plus ni moins que l'UMP, enfin du moins que le RPR des années 90. Paul? Bah oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait symptomatique. Et puis est-ce que c'est pas le moment pour Marine Le Pen aussi de faire un petit peu, je dirais, le ménage? Le ménage, ouais. Moi, je pense quand même que politiquement pour elle, vaut mieux que Le Pen meure que de faire un affrontement, de faire du ménage. Le ménage pour elle, c'est pas bon parce que la majorité, à mon avis, quand même, des militants et même des électeurs du Front National restent quand même attachés à la figure de Jean-Marie Le Pen. Je pense quand même que le camp médiatique, le camp de la dédiabolisation, le camp mariniste reste quand même minoritaire en réalité, et elle a quand même tout à perdre d'une confrontation avec son père.
Donc, non, là, moi je pense que pour elle, c'est pas une opportunité. Hein. C'est plutôt. Ça tangue. Ça tangue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a encore une capacité de nuisance s'il bah. le désire. Ah oui. Donc même s'il a les moyens de le pousser en dehors du parti, il peut toujours faire. Voilà, c'est un homme plein d'imagination et de ressources. Il peut toujours trouver un moyen de lui mettre des bâtons, de sérieux bâtons dans les roues pour la suite. Voilà. Donc en effet, là, Voilà. je pense qu'elle aurait tort de Voilà. chercher l'affrontement direct. Bon, ça on le saura davantage au congrès du parti qui doit se dérouler à l'automne. C'est ça. Donc, je crois qu'au mois de novembre, c'est ça, oui. Au mois de novembre, il doit y avoir un congrès. Et donc là, notamment sera débattue effectivement l'opportunité de changer de nom. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça que je disais qu'on ne sait pas si l'année prochaine il y aura encore un Front National, parce qu'effectivement, il y a quand même effectivement du côté des marinistes beaucoup de gens qui voudraient changer le nom du Front National pour que ça soit moins tricard, moins connoté, moins sulfureux. Bah, d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, il me semble, a été le seul à avoir été élu sur une liste Front National, sans l'étiquette bleu marine. Et Jean-Marie Le Pen est fortement attaché, opposé à ouais, cette ligne-là. Ouais. Donc effectivement, je pense comme que ce congrès va être le congrès de tous les dangers, de toutes les combines et autres. Hein. Alors, en parlant de combines, on va faire une petite... Sinon, moi, j'avais une petite chose aussi à rajouter, c'est par rapport à l'origine même de cette affaire, l'histoire de la Fournée. Moi, je voulais juste quand même noter que c'est quand même insupportable le fait de ne pas avoir le droit d'utiliser des mots de la langue française sous prétexte que la personne dont on parle est juive. Cette spécificité juive qui fait qu'on ne peut pas dire certains mots. D'ailleurs, comme l'a relevé très justement dans un tweet Marine Le Pen, il y a quelques mois, Caroline Fourest a utilisé le mot fourné à l'adresse des nationalistes et des catho-traditionalistes. Et là, Caroline Fourest peut parler de fourné quand elle parle des vilains réactionnaires, intégristes, et ainsi de suite. En revanche, si on parle de Patrick Bruel, on n'a pas le droit de se servir du mot fourné. C'est hallucinant. C'est hallucinant dans une république qui nous dit que nous sommes tous égaux, qu'on ne doit pas faire il n'y a pas de particularisme, il n'y a pas de communauté, on doit tous être sur la même ligne. Et là, non. Là, dès que c'est un juif, on ne peut pas utiliser un mot. C'est vraiment probablement scandaleux. Et à ce titre-là, Jean-Marie Le Pen a tout à fait raison. Oui, mais il y a vraiment un combat autour des mots. Avant le combat des idées, il y a un combat autour des mots. Voilà. Les mots sont les drapeaux des idées et nos ennemis, notamment des médias, le savent bien et mènent un combat acharné sur les mots et sur la sémantique. Donc c'est pour ça que les ténors du Front National qui se sont élevés ou qui ont critiqué Jean-Marie Le Pen d'une façon ou d'une autre, malheureusement font une erreur aussi pour eux-mêmes puisque ce sera demain à leur tour et qu'ils ne seront jamais tranquilles. Tant qu'ils acceptent ces règles du jeu, du système, selon lesquelles ce sont les médias et les lobbies en place, etc., qui définissent les mots, les termes qu'on peut utiliser, ils seront à leur merci en permanence. Ils n'oseront plus parler, ils seront condamnés à s'excuser à chaque fois qu'ils emploient un mot dont ils n'ont pas le droit de faire usage, etc. Donc c'est bon, ils se condamnent eux-mêmes pour la suite. Hein. C'est ce qu'a rappelé Jean-Marie Le Pen à sa fille dans la lettre ouverte. Oui. Très bien, merci. On va clore ce chapitre Front National. Alors, dernière affaire politique, c'est l'affaire Big Malion. Alors, Big Malion, pour rappeler simplement, c'est quoi ? C'est une société de communication qui a été créée en 2008 par un proche de Jean-François Copé. Et l'UMP avait des finances qui se dégradaient très fortement. Donc, qu'a demandé, a priori, du moins c'est ce dont ils sont accusés, ils sont accusés, Big Malion aurait fait de fausses factures. Excuse-moi, mais c'est pas du tout ce que j'ai compris, moi. Ah bah, moi c'est ce que... C'est ça, parce que justement, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, Sarkozy, dans sa campagne présidentielle, a explosé littéralement le budget. Le budget, le seuil les dépenses maximum, parce que ça c'est encadré, il y a un montant maximum pour la campagne, et que justement, c'est en fin de compte l'UMP qui a suppléé, c'est-à-dire que pour pouvoir suppléer à sa campagne. Non, mais peut-être que je me suis trompé. Il y a deux affaires. Il y a effectivement cela, mais il y a aussi, parce qu'il y a des fausses factures, il y a des factures fictives qui ont été faites. Big Malion, c'est que des factures fictives. Effectivement, là, les meetings à 700 000 euros. Plusieurs millions d'euros. Mais 700 000 euros, là, la petite réunion pour parler d'agriculture. Oui, c'est que ça, oui.
C'est surfacturation de colloques et des réunions qui n'ont d'ailleurs apparemment même pas eu lieu. En tout cas pour certains. Et certains auraient signé certaines choses, comme Pierre Lelouch, qui n'a finalement rien signé du tout, il a porté plainte. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire Big Malion ? Bon, c'est peut-être symptomatique. C'est symptomatique de la démocratie actuelle, mais quelles leçons en tirer ? Et puis, est-ce que finalement, ça apporte pas de l'eau supplémentaire à notre moulin, hein, en tant que nationaliste, on dénonce ce système démocratique. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer peut-être de surfer un petit peu plus là-dessus pour dénoncer une fois de plus ce scandale que sont les élections pseudo-démocratiques ? Oui, bon, c'est sûr qu'on peut insister là-dessus. Mais enfin, moi, ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que les gens soient surpris de découvrir que Copé serait un escroc. Comment ? Un cacique de l'UMP, un escroc ? C'est du jamais vu, incroyable. En plus, il a vraiment le style de l'homme honnête. Hein. Attention. Oui. Bon, voilà, il n'y a vraiment pas de quoi être surpris. On s'attendait tous à une nouvelle comme ça, d'un jour à l'autre, que ce soit Copé ou ses amis ou les prochains. Rien de nouveau sous le soleil de l'UMP ou du PS. Non, mais c'est sûr, mais c'est une piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'effectivement, en permanence, il y a des scandales. En démocratie, les scandales sont permanents, mais un scandale chasse l'autre et les gens oublient. Mais effectivement, c'est pas une surprise. Mais par contre, ça démontre effectivement une fois de plus que nos vues sont justes quand on dénonce cette démocratie pourrie qui n'est peuplée que de bandits. Ils volent tout le temps. Ils ne font que voler. Et effectivement, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils continuent ? Pourquoi est-ce qu'ils font encore ça ? Je veux dire qu'ils ils sont tous fait choper une ou deux fois en faisant ça. Mais c'est qu'en fait, c'est leur façon d'agir. Ils tiennent les politiciens, le système, ils tiennent toutes les ficelles du système, et ils sont tellement sûrs et certains de leur impunité que pour eux, facturer une réunion qui n'a pas lieu 800 000 euros, bah ouais, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Malheureusement, force est de constater qu'ils ne sont pas non plus sanctionnés dans les urnes, même s'ils se font... Tant que les médias les inviteront à la télé pour parler et leur donneront ce piédestal pour parler au peuple, ils ne seront pas... Tout à l'heure, on a parlé... pincés par la justice, on a eu l'exemple de Juppé et d'autres récemment. Et Fabius, qui est ministre, même si ce n'était pas une escroquerie... il ne s'est pas présenté, mais par exemple, Juppé, qui a remporté la mairie de Bordeaux, et d'autres comme lui de l'UMP, qui ont été tous condamnés, et qui repassent quand même haut la main. Donc il y a une sorte d'habitude, j'ai l'impression, de la part d'une grande part du peuple français. Il n'y a pas que ça. Et de résignation à être dirigé par des escrocs. Oui, puis comment dire, le français oublie. C'est-à-dire qu'en fait, si les médias 2 jours avant le vote leur disent pas, mais voilà, ce type-là, vous savez qu'il a été condamné pour ci, pour ça, on oublie, quoi. Oui, mais parce que les médias sont peut-être même encore plus qu'à l'étranger, sont quand même de mèche avec les politiques. À l'étranger, les médias, ils n'hésitent pas à rentrer dans l'art des politiques, quoi. Et à entretenir les sujets, bon, aussi pour vendre un maximum, entretenir le scandale, le buzz, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'en France, les médias sont quand même... Il y a un truc tout simple. C'est que dans n'importe quelle interview, pratiquement, où Jean-Marie Le Pen est interviewé, tu as toujours un journaliste qui va lui recaser l'affaire du détail, qui va lui sortir du raffort. Ils vont lui ressortir un jeu de mots d'il y a 20 ou 30 ans, à toutes les interviews. On imagine des journalistes qui, en permanence, diraient, je sais pas moi, à Fabius, tous ces gens qui sont morts avec le sang contaminé, ça à la fin de toutes les interviews. On imagine le truc. Et là, on imagine aussi, donc, avec l'affaire Big Malion, est-ce que dans 10 ou 20 ans, les journalistes diront à Juppé et consorts, ou tous ceux qui sont mouillés dedans, bon alors, la petite réunion à 800 000 euros, c'était bien quand même ? Bien sûr que non. Il faut toujours rappeler en permanence que ceux qui dirigent vraiment le vote, ceux qui font les élus, ce sont les médias. Ce sont les médias qui décident qui est-ce qui va être élu et qui est-ce qui ne va pas l'être. Quand c'est de la façon dont ils font leur travail qui va donner le résultat des votes. Donc s'ils faisaient vraiment leur boulot, ils seraient plus élus, les gars. Très bien. Autre chose à rajouter, messieurs ? Oui, est-ce qu'on ne peut pas dire que Jean-François Copé a été supprimé par ses concurrents pour les prochaines présidentielles ? Est-ce qu'il ne fallait pas le supprimer pour un retour de Sarkozy ou
Ouais, alors ça c'est les petites, je dirais, enfin moi à mon sens c'est la petite tambouille, c'est la petite tambouille interne, c'est la petite tambouille interne de l'UMP. Après, c'est vrai que la question c'était plus comment nous en servir et quelle analyse on peut en avoir. Après effectivement, Que ce soit un panier de crabes et qui se bouffent tous qui se bouffent entre eux, oui, voilà ça. Mais, bon, Mais d'ailleurs cette affaire a été mise sous boisseau en attendant le résultat des européennes. Et c'est ressorti juste après. C'est là où on voit tout le boulot des médias aussi. Voilà. Si ça avait été sorti 2 semaines avant, aïe aïe aïe. Le FN était à 35. Quoi. Bah ouais, voilà, c'est évident. Voilà. Ok, très bien, messieurs. Alors, maintenant, on va passer au sujet je dirais, divers qui nous concerne tous. Cette affaire, tout d'abord, du rhum qui a été... Tu parles de la boisson, là du gitan roumain qui a été lynché par des, a priori quand même par des personnes d'origine immigrée, enfin du moins par des gens de la cité de Pierrefitte, puisqu'il était accusé de cambriolage. Alors cette affaire est assez symptomatique puisque on nous dit en début de semaine, voilà, un jeune Rom est lynché, grosso modo père de famille, voilà, on avait marre des cambriolages, ils l'ont pris parce que c'était un Rom, ils l'ont lynché. Bon, finalement, on découvre petit à petit qu'effectivement, il a d'abord été kidnappé, il a été mis dans une cave. Ensuite, on a appelé ses parents pour demander une rançon de 15 000 euros. Les parents ont refusé de payer, donc ils ont rappelé en demandant 5 000 euros, ce serait quand même bien. Les parents ont refusé, donc il s'est fait lyncher véritablement. Il y a des photos qui circulent, qui ont été publiées par le Télégraphe. Là, il a été foutu dans un caddie et mis sur le bord d'une route nationale. Il en a vraiment pris pour son grade, mais les médias en ont profité pour faire une sorte de petite piqûre de rappel quant au racisme ambiant de la société, contre les Roms, c'est inadmissible, etc. Et aussi, je dirais, faire culpabiliser les gens qui voudraient mettre fin, je dirais peut-être aux incivilités, pour parler comme aujourd'hui, de ces populations-là. Voilà, c'est en disant attention, si un jour vous êtes cambriolé par des Roms et vous en prenez à eux physiquement, sachez que derrière il y aura un déchaînement médiatique contre vous et vous pourrez pas faire grand-chose. Voilà, c'est clair. Parce qu'ils ont mis en parallèle. L'idée c'était aussi d'apitoyer sur les Roms. Oui. Apitoyer, mais effectivement de faire des parallèles douteux, comme par exemple, donc ils ont cité l'histoire de ce Français qui a été jugé parce qu'il avait, je crois, mis de l'eau de javel sur un vieux matelas pourri de Rome qui traînait en bas de son immeuble. Et le gars a été poursuivi pour ça. Et donc, il y en a qui sont amusés à faire le parallèle entre le lynchage en question et le fait d'avoir juste nettoyé des cochonneries qu'il y avait en bas de l'immeuble. Donc on voit vraiment la manipulation totale pour apitoyer et puis effectivement dire attention, si vous faites de l'autodéfense, parce que quand même je veux dire que les exactions dues à une certaine aux communautés roms sont quand même reconnues par tout le monde le sait. Et le seuil de tolérance est à mon avis dépassé depuis quelque temps. Oui, on l'a vu avec des manifestations de citoyens français dans le Nord notamment, là, contre les camps de Roms qui s'établissaient près de chez eux, avec les nuisances que l'on imagine. Très bien. Alors, autre affaire, moins médiatisée cette fois, mais tout aussi symptomatique quant à l'état de déliquescence de notre société, c'est la réunion organisée entre un lobby, le CRIF, avec Roger Kuckerman et puis sa cellule juridique, et des procureurs de la République des cours de Paris, Créteil, Melun, Évry, Bobigny et Meaux. Alors, ils ont organisé une petite réunion, voilà, pour connaître un petit peu la typologie des infractions, pour essayer d'intensifier la lutte contre l'antisémitisme, notamment sur Internet, et pour que le CRIF donne son avis sur l'arsenal juridique dont les procureurs disposent pour faire condamner les antisémites patentés. Alors voilà, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet, Paul ? Bon, une fois de plus, voilà, c'est symptomatique, c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on veut. Je veux dire que on imagine une seule seconde l'association des catholiques d'Île-de-France qui organiserait qui convoquerait, parce que c'est un petit peu ça quand même, qui convoquerait les procs d'Île-de-France pour leur dire attention, on trouve qu'il y a quand même beaucoup d'actes anticatholiques. On n'imagine même pas les cris d'orfraie de républicains pure souche. On n'imagine même pas la réaction de Taubira, de Valls et de toute la clique laïque et maçonnique qui dirait ingérence, il est inadmissible qu'une association cultuelle comme ça convoque des procureurs de la République, laïques, indépendants, tout ce qu'on veut, quoi. Et voilà, non, les Juifs, oui, eux c'est open bar, eux ils convoquent la presse, ils convoquent les procs, voilà quoi. Puis
voilà. Ouais, enfin, ça joue aussi à, je dirais, à s'attiser de plus en plus le mépris des gens. Hein. Voilà. Je pense que là, en baissant le masque à ce point-là, je pense qu'ils se font quand même pas une grosse pub, quoi. Très bien. Alors, autre affaire qui nous concerne tous et qui déchaîne les passions, même au sens large de notre courant de pensée, c'est cette nouvelle carte des régions. Messieurs, ce nouveau redécoupage de la France voulu par François Hollande, qui prévoit donc de créer 14 régions et qui prévoit de supprimer les conseils généraux, donc les conseils de la collectivité du département. Voilà, pour créer des choses qui sont quand même plus ou moins arbitraires, qui ne correspondent pas à grand chose. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter dessus ? Bon, moi, il me semblait que tout le monde était un petit peu d'accord dans le milieu pour condamner cette initiative. Oui, visiblement, j'ai vu personne qui était content. Hein. Bah, à part peut-être Guillaume Fay, mais. Au début, quand la Bretagne devait être, quand la Bretagne devait être réunifiée, il y en avait quand même tout un pendant. Parce c'est surtout les Normands qui s'en tirent bien, en effet. Et les Normands, ça, ouais. On va dire que c'est un épiphénomène. Ouais, voilà, effectivement, la Normandie. Oui, bon, on a l'impression que Hollande, qui n'arrive à rien de bon sur la plupart des sujets sérieux, essaie de s'attaquer à quelque chose qui ne mange pas de pain, qui n'est pas... Tous les élus locaux, ils sont au vent debout. Hein. C'est-à-dire que nous, au niveau local, en province, même ceux de gauche, il y a une infime minorité d'élus de gauche qui, eux, vraiment suivent la ligne du gouvernement et sa ligne. Bon, moi, je parle pour le Berry, c'est comme ça. Mais non, là, il a tous les maires, il a tous les conseillers régionaux, généraux, pardon. Il est l'intérêt pour... Hollande, c'est déjà monsieur 3%, hein, c'est-à-dire que déjà tout le monde le hait. Et le gars, il continue, quoi. On voit vraiment que, on lui a dit, t'inquiète pas, après, t'auras une retraite, vas-y, passe les gros machins. Mais c'est clair, le mec, il est haï par tout le monde, il veut encore se faire encore plus haïr. Pourquoi ? On ne sait pas, peut-être qu'il a eu des consignes, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au lieu de s'attaquer aux innombrables problèmes de la France, il s'acharne sur ce dossier. En effet, on ne voit pas tellement ce qu'il a gagné directement. Alors peut-être veut-il aussi laisser un peu sa trace dans l'histoire, faire quelque chose en redécoupant la France, parce que c'est quand même un dossier... C'est quand même quelque chose de très très sérieux. C'est pas anodin. C'est quand même des choses de très graves. Donc, mais ce redécoupage il est purement administratif et pourra être remanié dans 5 ou 10 ans. La volonté, quelle est la volonté de faire ça ? C'est qu'en fait, effectivement, c'est vouloir faire un peu comme des lenders allemands. C'est le côté, c'est l'Europe qui demande qu'il y ait une certaine homogénéité dans la taille des lenders européens. Oui, et en termes de compétences aussi, ces régions vont quand même avoir un certain nombre de compétences. Oui, mais pour leur donner justement, pour leur approprier des compétences qui avant étaient des compétences nationales. Mais, tout à fait. Mais ce que je veux dire, pourquoi cette taille ? Pourquoi changer la taille ? Pourquoi changer de 23 régions à 14, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, pourquoi changer la taille des régions ? C'est pour pouvoir avoir des lenders européens relativement 22. Relativement égaux. Mais le problème, c'est qu'on reste dans l'arbitraire le plus total. Et si en effet la France mérite un redécoupage administratif, ce serait pour retrouver une harmonie traditionnelle autour des provinces de jadis. Les provinces charnelles qui ont vraiment qui ressemblent à quelque chose qui ont un rapport. Parce qu'effectivement, donc là, des régions qui auraient un fondement identitaire, ethnique et culturel. Si les Normands peuvent être contents par rapport au redécoupage, nous les Berrichons, on est super contents là. Je crois que nous c'est la pire des régions qui a été redécoupée, puisque le centre, donc déjà le Berry était dans la région centre, qui déjà ne voulait pas dire grand chose, parce que entre Bourges et Dreux, c'est quoi le rapport ? Enfin bon, bref. Mais alors là maintenant qu'on a le Limousin et le Poitou-Charentes, mais alors là c'est hallucinant, quoi. Je veux dire. C'est-à-dire qu'une région qui n'a ni queue ni tête, qui n'a jamais eu oui, mais voilà, on est quoi que ce soit à voir, c'est vraiment... Nous sommes dans la continuité de l'histoire républicaine qui donne dans l'idéologie au mépris des réalités historiques, ethniques et culturelles. Voilà. Rien ne change. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des lignes droites. Je sais pas, ils auraient pu faire un damier au moins, un truc... Comme en Afrique. Ça serait puis sur un petit côté franc-mac, un blanc, un noir... Merci messieurs. Alors autre sujet de plus l'actualité sociale. Je ne sais pas si vous avez trop eu le temps de travailler ce sujet, d'autant plus que le dossier est un peu complexe, mais c'est l'affaire de la grève à la SNCF.
Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les causes de cette grève. En fait, aujourd'hui, 2 sociétés principales exploitent ça. La RFF qui détient les réseaux, les lignes de chemin de fer, et puis la SNCF de l'autre côté, donc qui exploite. Le projet du gouvernement, c'était quoi ? C'était de faire une holding avec une société mère, et puis en dessous deux autres sociétés pour gérer ce problème, en fait, qui est une sorte d'unité de commandement. Bon, voilà. Alors, il y a une grève qui dure depuis plus d'une semaine maintenant, qui devrait pas tarder à prendre fin, mais je sais pas, est-ce que vous avez un avis sur cette grève ? Parce que généralement c'est très tranché dans notre milieu, tout ce qui est grève, d'autant plus quand c'est fait par la CGT. Là, est-ce que, à votre sens, ça mérite même pas une ligne dans le journal, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à dire ? Paul, est-ce que tu as un avis sur le sujet ? J'ai toujours un avis sur quelque chose. C'est bien pour ça que t'es là. Moi, effectivement, j'ai vu une vidéo là, sur le site d'Égalité et Réconciliation, pour ne pas le nommer, où il y a effectivement un représentant de Sud, donc d'extrême gauche, qui a un discours assez intéressant sur la chose, qui explique bien que cette grève, contrairement à d'habitude, moi, à mon sens, a quand même un minimum d'intérêt, puisque quand même, c'est le découpage que veut faire le gouvernement. C'est toujours un petit peu le vieux système, capitaliste. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent faire en gros, c'est mutualiser les dépenses et s'approprier les profits. Je m'explique. C'est-à-dire que dans ce redécoupage où ils veulent créer 2 sociétés, si j'ai bien compris, il y a une société qui va s'occuper donc de ce qui ne rapporte pas et ce qui coûte très cher, à savoir l'entretien des rails, la construction des rails et autres, l'entretien. Ça ne rapporte pas d'argent, et par contre, ça coûte très cher. Donc ça, on fait une entité distincte pour ça. Comme ça, ce sont les contribuables qui vont mettre la main à la poche, en gros, pour financer le truc. Et de l'autre côté, on a une entité purement que pour la commercialisation, qui va être privée, qui va être... et donc là, les capitalistes vont pouvoir, effectivement, récupérer les bénéfices. Alors il y a un amendement qui a été fait par le Front de gauche, là, qui a été déposé, qui a été voté. Donc c'est pour ça que ça met en partie terme à la grève. C'est que finalement l'amendement propose, et donc ça se fera, qu'il y ait une seule entité qui gère tout, donc sous une seule entreprise qui sera la SNCF. Ça paraît, là, je suis pas fan du Front de gauche, mais ça paraît logique. C'est-à-dire que ça paraît quand même hallucinant de devoir distinguer les deux. Effectivement, si la partie commercialisation, effectivement, c'est ce qui rapporte de l'argent. C'est les bénéfices qui doivent payer l'entretien. Je veux dire que c'est pas la collectivité de payer l'entretien. Voilà, ça paraît être le bon sens même. Et effectivement, après, il y a un deuxième volet dans la réforme, et c'est ce qui a fait le plus effectivement réagir nos amis syndicalistes, c'est qu'effectivement, depuis les premières réformes, progressivement, en parallèle du statut traditionnel de cheminot, qui est quand même, qui est quand même assez privilégié dans le monde. Qui est un peu désuet par rapport à leurs conditions de travail aujourd'hui aussi. Oui, mais qui est un peu privilégié par rapport aux conditions de travail dans le privé, par rapport à ce statut de cheminot. Ils veulent tout remettre à plat. Il y a un statut, un autre statut plus récent de droit privé, qui, lui, est beaucoup moins favorable, beaucoup plus d'heures de travail, moins de pauses, moins de paye, tout moins bien. Et donc, effectivement, le projet de loi veut mettre à plat et aligner tout le monde, et pas aligner vers le haut et aligner vers le bas. Donc, c'était le motif, à mon avis, principal de revendication des syndicalistes, qui, moi, somme toute, me paraît assez légitime. Je fais référence, quand il y avait eu le débat sous l'époque de Sarkozy par rapport aux retraites, et là dans nos milieux il y avait quand même beaucoup de tendances assez droitardes de dire ah bah non, ah bah les privilèges, tout le monde doit être à la même enseigne, et ainsi de suite. Moi je pense qu'en tant que nationaliste on ne peut pas trop dire ça. Je veux dire que le fait de vouloir aligner tout le monde sur le SMIC avec des horaires en travaillant le dimanche avec des horaires infernaux, c'est pas vraiment du progrès social, c'est pas vraiment nationaliste, c'est pas vraiment le monde que nous on veut. Si effectivement chez certains fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires, il y a peut-être eu des attitudes
non productive et aussi qu'il fallait réformer, s'aligner sur le tout capitaliste, sur le tout le monde au SMIC et les dirigeants payés à coups de millions. Ouais, moi je pense que c'est quand même pas. Ouais, alors je dirais même, je rajouterais aussi autre chose, c'est que pour avoir fait un peu de recrutement avec les collectivités territoriales, les fonctionnaires sont quand même très très mal payés. Je prends un exemple, je devais recruter un chef de chantier avec 10 ans d'expérience pour de la voirie réseau divers, VRD, un conducteur de travaux, pardon. Bon, ça, je dirais dans le privé, c'est payé vraiment grand minimum 3000. Hein. On est plus sur du 4000, 4005 pour quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, un conducteur de travaux. Bon, bah là, la collectivité, la communauté de communes qui cherchait à le recruter mettait 1000 sur la table. Et donc, je lui ai dit, écoutez, moi, franchement, je pense pas pouvoir faire quelque chose pour vous. Elle me dit, mais nous, ce qu'on vend, c'est le package. C'est-à-dire, certes, il y a le salaire, mais il y a aussi le fait que la personne sait qu'elle va pas faire des horaires de folie. Elle sait qu'elle aura une retraite, je dirais, en termes de proportionnalité qui sera supérieure à celle du privé. Enfin, c'est une sorte de package social qu'ils vendent aux gens. Donc, c'est vrai que si une personne, elle sait, parce que son conjoint gagne très bien sa vie ou parce que, pour telle ou telle raison, s'est dit, je vais être fonctionnaire pour avoir un peu de temps libre, voilà, pour tout ça, pour tout ce package, en échange d'un salaire plus faible. Mais non, mais en échange d'un salaire plus faible, voilà, c'est vrai que revenir dessus comme ça, de manière brutale, c'est pas forcément non plus très juste. Alors, on va passer au volet international. Alors là, il y a énormément de choses à dire. Je vous propose de commencer par l'Irak. L'Irak qui nous préoccupe tous un petit peu aujourd'hui. Fabius déclarait hier que c'était une situation d'une extrême gravité puisque l'État, le IIL, donc les djihadistes, ont envahi tout le nord et tout l'est de l'Irak afin de créer un nouveau califat, islamique bien entendu, et dans leur sillage laisserait beaucoup de morts actuellement, et les chrétiens là-bas, et même les chiites d'ailleurs, sont très préoccupés. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet, parce qu'il y a quand même des choses. Ce groupe djihadiste aurait notamment été formé par des agents occidentaux, qu'ils soient américains, allemands ou français, pour aller combattre en Syrie dans un premier temps. Et c'est vrai que le IL est présent en Syrie et pose de gros problèmes au régime de Bachar. Mais là, a priori, les gouvernements occidentaux se prennent un revers avec cette invasion du nord de l'Irak. Alors je ne sais pas, Thibaut, est-ce que tu... Oui, bon, il y a plusieurs choses à mon avis importantes à souligner dans cette affaire qui a surpris un peu tout le monde en effet, puisque ces djihadistes, comme on dit, ont connu une progression fulgurante à travers l'Irak, à laquelle apparemment personne ne s'attendait, même pas les services, en tout cas les services de renseignement français, si on les croit, puisqu'ils ont déclaré avoir été eux-mêmes surpris et pris de court par cette progression fulgurante qui s'est rapprochée d'ailleurs de Bagdad, à quelques dizaines de kilomètres en quelques jours. Donc il faut savoir, il faut quand même se préciser ce que c'est que l'État islamique en Irak et au Levant, qui est un groupe qui fait preuve d'une grande barbarie, comme il l'a montré en Syrie et comme il le montre aujourd'hui en Irak. Il faut savoir que là-bas, en Syrie, maintenant, depuis quelques mois, ils passent le plus clair de leur temps à se battre avec d'autres islamistes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda, qui considèrent comme trop mous, etc. Même à côté de ces gens-là, d'Al-Qaïda, ils passent pour des barbares. Donc c'est dire le niveau de cruauté, de déshumanisation de ces types-là, qui maintenant sont en train de mettre l'Irak à feu et à sang, et qui risquent plus largement, et c'est assez inquiétant, de déstabiliser toute la région pour très très longtemps. La région est déstabilisée depuis très longtemps quand même. Je veux dire que depuis qu'ils ont éliminé Saddam Hussein, voilà. Donc est-ce que c'est vraiment une grosse surprise ? Moi j'ai pas vraiment suivi l'affaire, mais c'est vrai que... Bon, la région était instable, mais là, vraiment, c'est la crise qui éclate. Voilà, il y avait une instabilité qui maintenant éclate. Moi, ma question, c'est plutôt, est-ce que tout ça fait quand même pas partie du chaos généralisé voulu Est-ce que vraiment, voilà, est-ce qu'on peut dire que ce serait un retour de bâton, qu'en fait, les États-Unis et tous les pays occidentaux qui ont voulu la guerre, qui ont voulu éliminer Saddam, est-ce que vraiment, c'est pas une situation... est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il ça allait finir comme ça ? Enfin, le régime irakien est beaucoup plus malléable pour les Occidentaux aujourd'hui que si c'est les djihadistes qui prennent le contrôle. Alors, tu crois vraiment que des bandes de tueurs comme ça, des bandes de tueurs complètement abrutis, franchement, tu crois que c'est pas malléable ? Tu peux faire des attaques sous faux drapeau, tu peux faire plein de trucs avec des gens comme ça. Je veux dire qu'il suffit de leur donner des armes, un peu de drogue et terminé, on n'en parle plus. Non, mais je veux dire...
Oui, bon, c'est à double tranchant. Moi, je suis pas certain qu'en fin de compte, toutes ces espèces de sectes, tous ces groupuscules armés de toutes ces bandes de djihadistes et tout, ça, pour moi, à mon avis, c'est le summum pour manipuler, pour faire le jeu des puissances financières. À mon avis, c'est très, très maniable. Oui, en tout cas, c'est à double tranchant, puisque ces individus, on peut peut-être les orienter un temps, mais on ne sait jamais comment ils vont réagir. Ils ne sont pas toujours non plus dans la rationalité. Oui, sauf quand même qu'ils sont quand même comment dire, ils sont quand même attachés à l'argent, aux armes, et voilà, quand même, oui. quand même, ils sont achetables très facilement. Oui, en effet, mais c'est toujours temporaire et c'est toujours instable. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut prendre la mesure de la situation. C'est qu'en Irak, il y a notamment des villes saintes aux yeux des chiites. Vous savez que l'Irak est peuplé en grande partie de chiites. Donc il y a des villes saintes aux yeux des chiites qui, si elles sont prises par les djihadistes, eh bien, ça provoquerait une crise terrible dans toute la région, et ça impliquerait probablement l'Iran, qui est un État chiite, comme on le sait, qui s'est rapproché d'ailleurs des Américains. mais qui s'est rapproché ces dernières années du gouvernement irakien qui était chiite, donc leurs anciens frères ennemis. La religion reprend un peu ses droits par-delà les frontières politiques et nationales. Mais en tout cas, c'est toute la région qui risque d'être déstabilisée, et on peut en effet se demander, vu l'origine de ce groupe islamiste qui a été en effet soutenu par l'Occident pendant des années contre Bachar, si ça ne fait pas partie d'un plan pour déstabiliser la région et plus généralement le monde arabe et le monde musulman, comme on l'a vu notamment avec les printemps arabes, comme on l'a vu avec la Libye, etc. Parce que voilà, autant effectivement pour l'Irak, c'était un petit peu dans les premiers, donc on pouvait dire, enfin, l'Irak au début, pas cette nouvelle crise-là, mais depuis la chute de Saddam, c'est quand même pas, c'est toujours très instable depuis la chute de Saddam. Mais on a vu après, donc les puissances occidentales l'ont refait en Libye, ont essayé de le faire en Syrie. Ils reproduisent toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'ils détruisent, ils tuent le leader qui tenait bien le pays, souvent d'une main de fer, mais au moins qui tenait le pays. Et pour y laisser des bandes diverses et variées s'entretuer. Et apparemment, ça doit leur aller très bien. Ça doit très bien aller au nouvel ordre mondial, puisqu'effectivement, ils le reproduisent à différents endroits. Donc oui, voilà, c'est le chaos organisé. Ça leur et puis, bon, c'est bien évidemment qu'il y a une certaine politique israélienne à qui tout ceci convient très bien. La déstabilisation des pays voisins, même si au premier abord, on pourrait se demander quel est leur intérêt d'avoir des islamistes autour d'eux. Mais bon, c'est un sujet peut-être un peu compliqué, on ne va peut-être pas l'approfondir trop aujourd'hui, mais en dernière analyse, on peut aussi considérer que c'est leur intérêt de déclencher des hostilités dans la région, dans le but de sécuriser leur position. De morceler, et puis de sécuriser leur position, puisqu'on sait qu'Israël est quand même dans une position assez délicate, notamment démographique. Et sans parler de ceux qui voudraient faire le grand Israël, donc reconquérir les territoires voisins à la faveur d'une crise et d'une déstabilisation de toute la région. Ça peut aussi coïncider avec certains intérêts de politique israélienne. Non, vas-y, continue. Il y a aussi autre chose, à mon avis, qu'on peut souligner. Enfin, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué. C'est la facilité avec laquelle les djihadistes, donc de l'État islamique, ont été accueillis par les populations locales sunnites. C'est exactement ce que je voulais dire. Parce qu'on sait qu'en effet, il y avait des tensions en Irak ces dernières années entre sunnites et chiites, avec parfois des attentats de part et d'autre. Mais bon, globalement, le pays est resté vivable. Mais donc les sunnites étaient relativement remontés contre l'État chiite. Il y avait des rancœurs, etc. Mais la façon dont ils accueillent ces types quasiment comme des libérateurs, alors que parallèlement, ils se livrent aux pires exactions, eh bien, c'est assez inquiétant parce que ça pourrait laisser penser qu'il y a une sorte de porosité entre l'islam sunnite, en fait, qui est l'islam majoritaire dans le monde, considéré comme normal, et les barbares islamistes qui coupent les mains, les têtes et qui massacrent tout le monde. Donc, on aurait pu, si l'on avait été un peu naïf, imaginer que les sunnites locaux essaient de repousser ces barbares plutôt que de les accueillir. Oui, c'est assez inquiétant, même pour ce qu'on a, parce que vous savez qu'on a aujourd'hui beaucoup de sunnites en France, dont une certaine partie qui s'islamisent ou qui se salafisent. Bon, un certain nombre d'ailleurs qui vont faire leurs armes là-bas et puis qui reviennent avec le goût du sang en France, ce qui nous promet de beaux lendemains. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez inquiétant et ça me rappelle certaines polémiques qui ont été soulevées par des gens de nos milieux qui se plaignaient ou qui s'étonnaient, et à mon avis à juste titre, que les djihadistes français, ceux qui commettaient des attentats, des islamistes français, entre guillemets, en tout cas qui agissaient en France, étaient
rarement condamné très fermement par les représentants sunnites en France. Ah bah Il toujours. y a une sorte de tolérance, voire même de proximité ça a ou toujours de été, porosité. d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas de mouvement mais c'est exactement la Non, réflexion que je me faisais. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est déjà. Non, mais parce qu'on nous parle toujours d'islam, religion, d'amour, etc. Mais quand il y a une fatwa, ils peuvent pas. Les autres, même ceux qui sont soi-disant modérés, quand il y a une fatwa, moi je me souviens très bien même pour l'histoire de Rushdie et compagnie. Là, quand l'écrivain Salman Rushdie avait fait un bouquin soi-disant blasphématoire contre Mahomet. Il y avait donc des vilains intégristes barbus qui avaient donc mis une fatwa sur sa tête, c'est-à-dire que donc, si quelqu'un le tuait, il devait recevoir, je sais plus, c'était $1 million à l'époque. Eh bien, en France, je me souviens très bien, la réaction des musulmans dits modérés, c'était déjà aucune réaction, et quand quelqu'un les poussait un peu dans le retranchement, c'était nous, on n'a pas le droit on ne peut pas aller contre. C'est-à-dire que même le soi-disant modéré ne peut pas revenir sur une fatwa que le monde occidental pourrait considérer comme barbare. Ils sont vraiment coincés. Et même, par exemple, quelqu'un comme Ali Boubaker, je crois qu'à l'époque, si je me souviens bien, n'allait pas contre. Oui, mais ce qui tend à prouver que l'islam, je dirais, modéré, n'est en fait qu'un leurre, quoi. Ah, c'est un leurre. Et puis bon, alors ayons quand même une pensée aussi pour les chrétiens d'Irak, qui étaient là avant les autres, et dont le nombre a diminué dramatiquement évidemment depuis la chute de Saddam, et qui aujourd'hui sont en péril, qui sont déjà partis en exil, en exode pour un certain nombre d'entre eux, et qui se retrouvent menacés, notamment dans la plaine de Ninive après la chute de Mossoul, tombée aux mains des djihadistes. Là aussi, on peut quand même s'étonner d'un certain manque d'organisation, à première vue en tout cas, des chrétiens là-bas, qui auraient pu, au vu de l'instabilité de la situation, s'armer et se préparer, former des milices. Voilà. Moi j'aurais une petite chose à dire par rapport à ça. Donc, effectivement, par rapport à la situation dramatique que vivent les chrétiens en Irak, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, sous le règne de Saddam Hussein, avec Tariq Aziz, qui était donc un chrétien et qui était premier ministre de Saddam Hussein, les chrétiens vivaient en paix et n'avaient aucun problème. Et donc je voudrais faire une petite dédicace à tous les militaires, tous les bons cathos, les bons militaires catholiques qui croient qu'être militaire c'est bien. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils vivent, ceux qui ont participé à l'opération Daguet, donc qui ont participé à la première guerre d'Irak, donc à l'affaiblissement du régime de Saddam Hussein, et qui donc quelque part sont responsables de sa chute quelques années plus tard. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils peuvent vivre le bon travail qu'ils font, c'est-à-dire qu'en fait ils ont tué des Irakiens d'un régime qui avant protégeait les chrétiens et qui maintenant les chrétiens sont persécutés. Donc j'aimerais bien savoir comment ils font dans leur âme et conscience pour légitimer le travail qu'ils font, à savoir obéir à des ordres maçonniques, pour pas dire diaboliques, et qui aujourd'hui causent la mort de milliers de chrétiens. Voilà, un sujet bien polémique, tu vas encore te faire des amis. Alors, autre sujet qui touche, du moins a priori, ce contexte-là, c'est l'affaire Nemouche. Alors, on va pas revenir dessus, mais vous savez, ce djihadiste qui serait parti combattre en Syrie, qui serait revenu en France et qui serait allé tuer 3 puis 4 employés du musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier. Alors, sans revenir sur l'affaire en tant que telle, il y a deux choses que j'aimerais aborder. La première chose, c'est les médias ont beaucoup parlé de la radicalisation des jeunes, souvent ils emploient le terme jeunes, mais finalement des populations immigrées en prison. Paul, il me semble que toi, quand tu as fait un petit tour par la prison, tu avais rencontré un gardien de prison qui effectuait d'ailleurs ce travail un petit peu au sein d'une prison, et quand tu avais discuté avec lui, tu avais expliqué, enfin il me semble, de mémoire tu m'en as parlé il y a 10 ans, mais qu'il voulait surtout pas se faire virer pour continuer son job au sein de la prison et continuer, je dirais, à amener à la fois des jeunes immigrés. Ceci dit, pour la petite histoire, il s'est fait virer. Hein. Il s'est fait virer. Il y a quelques années, il y a eu une rafle anti-islamiste donc à la prison de Bourges, et le gars en faisait partie, quoi. D'accord. C'était un barbu.
qui effectivement, de toute façon en prison, tout est très très communautaire, étant donné que la prison est un monde de non-droit, où en fin de compte c'est que des arrangements entre matons, entre prisonniers et matons, et voilà, le droit n'existe pas en prison. Donc c'est très communautaire. Donc effectivement, de se retrouver, d'appartenir dans la même communauté et de se retrouver en prison, il y a une porosité entre les détenus et les surveillants qui fait que c'est très très propice, bien sûr, à l'islam radical et bien sûr, bien évidemment. Alors, autre chose par rapport à cette affaire Nemouche, c'est je dirais, la théorie de Thierry Messant quant à ses intentions, où il disait que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, Thierry Messant pense que finalement il a agi pour le compte de services secrets atlantistes en dézinguant deux agents israéliens au sein du musée juif. Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Pourquoi pas. De toute façon, c'est certain que cette affaire est assez louche. Je veux dire que c'est un petit peu comme Mera. En fait, on sait rien. On nous a fait voir en boucle au moment de l'affaire 2-3 petites captures de vidéosurveillance qui ne font voir rien en fait. Voilà, qui peuvent très bien être en plus tournées dans n'importe quel studio. Sait-on vraiment s'il y a vraiment eu des victimes? Ça, je sais même pas. Moi, j'ai pas vraiment. Alors, au début, il y en avait quand même un troisième qui était grièvement blessé, qui est décédé à l'hôpital. Oui, quand même, a priori. Donc voilà. Donc de toute façon, c'est une affaire louche et c'est certain que la version officielle n'est pas la bonne. Il y a quelque chose de louche aussi, c'est que ce type a fait 1 an de djihad en Syrie. Donc il revient en France. Ouais. Alors soit les services de renseignement sont particulièrement nuls, et c'est relativement inquiétant du point de vue Soit du nombre de Moscou, djihadistes qui vont revenir, soit, ou alors il y a justement, ils l'ont laissé faire dans des buts obscurs. Moi je pense que la conclusion c'est surtout que c'est sûr que c'est pas ce que disent les médias. Je veux dire que la vraie raison, le vrai but parce qu'il soit fait toper dans un bus dans le sud de la France avec toutes ses armes, le drapeau islamique, etc. C'est vrai que le gars, c'est comme s'il avait pris toutes les preuves qu'il les avait foutues dans un sac et il était allé au commissariat. Le patch djihadiste confirmé. Enfin bon, bref. Non, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la petite directement le CRIF local en Belgique qui tout de suite a dit oui que c'était l'effet du donné Soral, c'était rigolo. Quoi. Je veux dire que tout de suite, l'exploitation médiatique. Oui, mais plusieurs médias, personnalités ont relié tout ça, en effet, à la montée des populismes ou des extrémistes, etc. Et puis au moment des élections européennes. C'est le culot total. En fait, si tu te marres d'une blague de Dieudonné, en fait, c'est comme si tu avais une calache et que tu butais 3 juifs. C'est ce que ça veut dire. C'est fort. Très bien, alors pour en terminer avec l'islam, encore une chose, c'est l'affaire du djihad au Vatican. Le pape François avait invité un représentant israélien, palestinien, donc musulman juif, pour prier avec lui de concert pour la paix. Voilà, seulement le musulman, dans sa prière, a dit en arabe « Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. » Donc, c'est une sourate du Coran. Voilà, exactement, une sourate. Donc rien n'est plus clair. Est-ce que vous avez-vous quelque chose à dire sur le sujet? Quenelle 280, je crois que là... Voilà. Je crois que Bergoglio va voir. Les autorités vaticanes ont fait preuve d'une naïveté déconcertante. Voilà. Mais c'est pas nouveau. Oui, puis c'est la conséquence de l'œcuménisme aussi, où on voit bien que le Vatican veut essayer de soi-disant dialoguer, prier pour la paix, mais que les autres religions n'en ont que faire. Elles sont là, elles, pour conquérir, enfin du moins pour l'islam. Elle est là pour conquérir et pas pour faire la paix avec tout le monde. Oui, bien sûr. C'est un dialogue entre guillemets qui n'a pas le même but de part et d'autre. Donc, c'est pareil compromis. De toute façon, c'est ridicule. Je veux dire, même. Sans parler de problèmes théologiques, enfin religieux, moraux que ça pose, ces démonstrations œcuméniques. Ça, c'est encore autre chose. Alors justement, par rapport à cette idéologie du Vatican, Thibaut, tu me faisais signe tout à l'heure pour revenir sur l'affaire en Irak. Où effectivement les chrétiens, même face à la situation, ne sont toujours pas armés, et a priori il y a une raison à cela. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. En effet, les chrétiens aujourd'hui sont désarmés, donc sont réduits soit à la dimitude, soit à l'exil, soit à la mort d'ailleurs. C'est voilà leur choix, parce qu'ils n'ont pas été formés, ils ne se sont pas formés en milice.
et ne se sont pas équipés, ne se sont pas préparés, alors que le chaos futur était relativement prévisible. Et on peut relier ça en effet avec ce qui s'est passé au Vatican il n'y a pas longtemps, dans une moindre mesure bien sûr, mais toujours cette naïveté en fait des autorités catholiques officielles, que ce soit en Europe et même au Proche-Orient, qui leur donne une vision abusivement pacifiste des choses et qui finalement transforme les chrétiens là-bas en futures victimes. Voilà. Alors que ce sont des populations par elles-mêmes encore relativement viriles par rapport à ce qu'on a en Occident. Donc il aurait suffi de consignes et d'un peu de soutien moral pour que les types se préparent et puis défendent leur village ou leur ville. Voilà. Très bien, je vous remercie messieurs. Alors on va rendre hommage, enfin du moins avoir une pensée, voire une prière pour Esteban Morillo qui est toujours incarcéré, qui l'est depuis plus d'1 an pour homicide sur la personne de Clément Méric. Et puis pensez à Samuel Dufour qui croupissait avec lui en prison et qui lui a pu sortir il y a quelques jours. Eh bien écoutez, merci monsieur d'avoir participé à cette émission et puis à bientôt.